Sophie n'avait jamais eu besoin de personne. À 27 ans, elle dirigeait une entreprise que la plupart des cadres 2 fois plus âgés qu'elle ne pouvait pas gérer, prenait des décisions qui faisaient bouger les marchés, et dormait exactement 6 heures chaque nuit sans le moindre regret. Elle ne flanchait pas. Elle ne demandait pas d'aide, et elle n'acceptait certainement pas la charité. Pas de son conseil d'administration, pas de ses investisseurs, et pas du garde de sécurité discret et ordinaire que son père venait d'assigner pour vivre avec elle. Il s'appelait Julien. Il portait des vêtements simples. Il disait presque rien. Par toutes les mesures visibles, il était complètement ordinaire. Sophie avait tort. Que feriez-vous si la personne que vous aviez écartée se révélait être la seule capable de vous sauver? Solutions technologiques Nexus avait connu une croissance de 38% au cours du dernier exercice fiscal. Ce chiffre gravé dans la paroi de verre du hall en lettres givrées était la déclaration de guerre personnelle de Sophie Harmon contre tous ceux qui avaient douté d'elle. L'entreprise se spécialisait dans les infrastructures de sécurité des données propriétaires, celles que les gouvernements payaient discrètement et que les concurrents volaient discrètement. Sophie l'avait construite à partir d'un héritage de 70 000 $ et d'une fureur qu'elle n'avait jamais pleinement expliquée à quiconque. Elle portait des blazers anthracites. Elle transportait partout un portfolio en cuir noir. Ses employés ne s'arrêtaient pas pour discuter avec elle dans le couloir. Ils s'écartaient et regardaient leurs chaussures jusqu'à ce qu'elle passe. Elle n'était pas cruelle. Elle était simplement une femme qui avait appris à ses dépens que la chaleur était un vecteur de trahison. Cette leçon était venue 6 ans plus tôt sous la forme d'un ancien partenaire commercial nommé Derek Holt. Ils avaient cofondé une plus petite entreprise ensemble au début de la vingtaine. Derek avec son charme et ses relations. Sophie avec son code et sa précision. Pendant 2 ans, elle lui avait fait entièrement confiance. Elle lui avait montré chaque système interne, chaque vulnérabilité, chaque recoin de sa vie professionnelle. Quand il avait dissous le partenariat et était allé directement chez leur plus grand concurrent avec tout ce qu'elle avait construit, Sophie n'avait pas pleuré. Elle ne l'avait pas confronté publiquement. Elle avait simplement fermé la porte de son appartement pendant un week-end, était sortie le lundi matin avec un nouveau dépôt d'incorporation et une politique permanente, ne faire confiance à personne avec accès à ce qui compte. À 27 ans, cette politique l'avait rendue très réussie et très seule, et elle considérait les 2 résultats entièrement acceptables. Son père, Alexandre Harmon, ne les considérait pas acceptables. Alexandre avait 61 ans, un homme aux cheveux argentés qui avait passé 30 ans à bâtir son propre empire immobilier avant de semi-retraite et d'investir une part importante de son capital dans l'entreprise de Sophie. Il n'était pas un investisseur passif. Il assistait aux réunions du conseil. Il examinait les rapports financiers trimestriels. Et récemment, il recevait par des canaux qu'il ne partageait pas avec Sophie des informations indiquant que certaines personnes s'intéressaient de très près à sa fille. Le refus de Sophie de porter une sécurité personnelle l'avait toujours agacé. Désormais, cela l'effrayait. Il présenta son cas lors d'un dîner dans sa maison de ville un mardi soir de fin octobre. La proposition était, selon l'estimation de Sophie, complètement déraisonnable. Un entrepreneur de sécurité indépendant, pas une équipe corporate, pas un employé avec badge et bâtiment, mais un seul individu serait assigné à elle. Il vivrait dans l'unité secondaire reliée à sa maison. Il serait présent à distance raisonnable presque en tout temps. Sophie posa sa fourchette. Elle expliqua dans le ton mesuré qu'elle utilisait pour les présentations particulièrement incompétentes du conseil qu'elle avait un système de sécurité, un personnel vérifié dans l'immeuble, et aucun antécédent de menace crédible justifiant ce niveau de perturbation dans sa vie. Elle n'avait pas besoin d'une nounou. Elle n'avait surtout pas besoin d'une installée à l'intérieur de sa maison. Alexandre glissa une seule page imprimée sur la table. Elle documentait 3 incidents au cours des 45 derniers jours. Un véhicule enregistré au nom d'une firme d'espionnage industriel connue garé devant son immeuble de bureau à 2 occasions distinctes. Une tentative de pêche ciblant son email personnel, pas son adresse corporate, interceptée par son système mais portant la signature d'une opération hautement sophistiquée. Et un nom, Victor Gru, l'actuel directeur général de Capital Ashford, une firme rivale qui avait perdu 3 contrats gouvernementaux majeurs au profit de Nexus au cours de l'année écoulée. Sophie lut la page une fois. Elle la plia et la glissa en retour. Elle dit encore non. Alexandre avait anticipé cela. Il n'argumenta pas davantage ce soir-là, mais 3 jours plus tard, Sophie rentra du bureau pour trouver un homme assis dans le petit jardin de sa résidence, une enfant endormie contre son épaule et un seul sac de voyage posé par terre près de ses bottes. Il leva les yeux quand elle approcha, yeux sombres, complètement immobile.
Son nom était Julien Mercé. Il avait 34 ans selon le bref profil que l'assistante de son père lui avait envoyé par email cet après-midi-là. Ancien entrepreneur, actuellement indépendant. Père célibataire, une fille de 6 ans. Sophie le fixa pendant 3 secondes complètes sans parler. Puis elle relut l'email de l'assistante de son père et confirma que oui, c'était l'homme qu'Alexandre Harmon avait engagé pour protéger la PDG d'une firme de sécurité des données de 40 millions de dollars. Elle appela son père immédiatement. Il ne répondit pas. Il envoya un seul message texte, « Donne-lui 2 semaines, ensuite nous parlerons ». Sophie comprit à cet instant que son père avait structuré cela de sorte que retirer Julien exigerait un processus formel, qui alerterait le conseil, soulèverait des questions et créerait exactement le genre de bruit qu'elle avait passé des années à éviter. Il avait utilisé la gouvernance de sa propre entreprise contre elle. Elle se tint dans sa cour avec son téléphone à la main, et le poids de la situation s'installant sur elle comme du béton. « Vous avez l'unité secondaire », dit-elle à Julien. Sa voix était égale. « Il y a des règles. Vous n'entrez pas dans mon espace principal sans permission. Vous ne parlez pas à mes collègues ou au personnel de quoi que vous observiez ici. Vous n'interférez pas dans mon emploi du temps. » Elle marqua une pause et quoi que ce soit, elle jeta un bref regard à l'enfant endormi. Cela reste silencieux. Julien la regarda un moment. Puis il hocha la tête une fois. Ce fut toute la première conversation. Le lendemain matin, Sophie rencontra Julien dans le jardin partagé à 6h43. Il était déjà réveillé, debout près du bord lointain de la cour avec une tasse de café, ne regardant pas son téléphone, ne faisant rien en particulier, juste debout en alerte d'une manière qui semblait étrange pour cette heure et pour quelqu'un qui n'avait aucune raison apparente d'être vigilant. Elle l'accueillit d'un simple hochement de tête et marcha vers sa voiture. Elle se dit qu'elle ne remarquait rien d'inhabituel chez lui. Ce n'était pas tout à fait vrai. Julien Mercé n'était pas ce à quoi ressemblait le modèle mental de Sophie d'un entrepreneur de sécurité. Les professionnels de sécurité corporate avec qui elle avait travaillé au fil des ans étaient généralement polis. Ils portaient des oreillettes. Ils transportaient des carnets. Ils utilisaient des mots comme protocole et balayage de périmètre. Ils affichaient leurs compétences bruyamment parce que la performance justifiait leur contrat. Julien ne faisait rien de cela. Il portait des pantalons gris foncé et des chemises simples à manches longues. Il ne portait rien de visible quand il parlait, ce qui était rare. Ses phrases étaient courtes et spécifiques. Dépouillé de tout mot superflu, il ne craignait pas le silence. Il semblait en fait complètement à l'aise avec le silence, ce que Sophie trouvait à la fois approprié et légèrement dérangeant. Le 3e jour, elle rentra pour trouver sa fille dans la cour. Luna avait 6 ans et était petite pour son âge, avec des cheveux bouclés sombres et d'énormes yeux bruns qui suivaient les mouvements comme des animaux prudents. Elle était assise sur le banc de pierre avec un lapin en peluche sur les genoux, ses oreilles usées par le maniement, et elle dessinait quelque chose dans un petit carnet quand Sophie entra par la grille. Luna leva les yeux et devint absolument immobile. Sophie s'arrêta. Elles se regardèrent un moment. Sophie ne savait pas quoi faire des enfants. Ils opéraient en dehors de ses domaines de compétences. Elle donna à la fille un bref hochement neutre, le même qu'elle donnait aux analystes juniors, et marcha vers sa porte. « Elle ne mord pas », dit la voix de Julien derrière elle. Il était apparu de la porte de l'unité secondaire sans un bruit. « Elle est juste timide. »« Je n'ai pas supposé le contraire », dit Sophie sans se retourner. Elle entra et ne pensa pas aux énormes yeux vigilants de la fille pour le reste de la soirée. Ou du moins elle se le dit. La friction entre Sophie et Julien n'était pas explosive. Elle était calme et persistante comme un courant électrique de faible intensité. Sophie avait des règles. Julien les suivait à la lettre, ce qui l'irritait encore plus, pas moins, parce que cela ne lui donnait rien à corriger. Elle avait attendu une résistance, des violations mineures, le genre de comportement territorial de bas niveau qu'elle avait l'habitude de gérer. Au lieu de cela, elle obtint un homme simplement présent, qui ne s'expliquait jamais, qui observait tout. Elle le surprit en train de regarder la rue depuis la fenêtre du 2e étage de son unité un soir, pas de manière évidente, pas avec quoi que ce soit visible dans les mains, mais avec cette qualité particulière d'attention qu'elle reconnaissait chez certains anciens consultants militaires qu'elle avait fait venir pour l'évaluation des risques d'infrastructure. Le genre de regard qui n'était pas décontracté, elle le nota et ne dit rien. Le 5e jour, elle rentra pour trouver que Julien avait réarrangé les plantes en pot le long de l'entrée de la cour. Cela semblait au premier coup d'œil un changement esthétique mineur. À un examen plus proche, le nouvel arrangement éliminait 2 angles morts qu'elle n'avait pas consciemment enregistrés. Elle se tint dans l'entrée un long moment, traitant cela.
Elle ne lui demanda pas. Elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de savoir qu'elle avait remarqué. Mais elle avait remarqué. Les rythmes domestiques qui se développèrent au cours de la première semaine étaient maladroits et Sophie dut admettre relativement fonctionnels. Julien ne faisait aucun bruit avant 6 heures du matin, elle ne le lui avait pas demandé, mais il semblait comprendre son emploi du temps par observation. Luna, pour sa part, avait développé l'habitude de jouer calmement dans l'espace où se trouvait son père et de devenir complètement silencieuse si Sophie apparaissait à proximité. L'enfant semblait lire les humeurs des adultes avec une sensibilité qui suggérait qu'elle avait passé beaucoup de temps à être prudente autour d'eux. Cette observation se logea quelque part dans l'esprit de Sophie et y resta. Le 8e jour, elle vit Julien et Luna dans la cour après le dîner. Elle n'avait pas eu l'intention de les observer. Elle passait près d'une fenêtre et s'arrêta simplement. Julien était assis sur le banc de pierre avec Luna sur les genoux, lui lisant un livre d'images. Sa voix était trop basse pour être entendue à travers la vitre, mais toute sa posture avait changé. La vigilance qu'elle associait à lui pendant la journée n'avait pas disparu. Elle soupçonnait qu'elle ne disparaissait jamais complètement, mais quelque chose en lui s'était adouci au contour. Il était patient avec les interruptions de Luna. Il pointait les images. Il faisait une grimace qui la faisait rire, et il souriait d'une manière qui réarrangeait complètement ses traits. Sophie resta à la fenêtre environ 8 secondes. Puis elle recula et retourna à son ordinateur portable. Elle avait une présentation trimestrielle du conseil à préparer et 2 négociations de contrats en cours à finaliser. Elle n'avait pas le temps de penser à la vie domestique d'un homme qu'elle n'avait pas choisi d'avoir dans sa maison. Elle ouvrit son tableur et retourna à ses chiffres. Les chiffres étaient sûrs. Les chiffres avaient du sens. Julien Mercier n'avait pas de sens. Et c'était un problème qu'elle n'avait pas encore trouvé comment classer correctement. La première fois que cela arriva, Sophie faillit l'écarter. Elle était conduite à une réunion dans un hôtel du centre-ville. Julien au volant. Luna à l'école pour la journée quand il prit un virage soudain dans une rue latérale sans instruction d'elle. Sophie leva les yeux de ses documents. « Ce n'est pas l'itinéraire, dit-elle. Il y a un véhicule qui nous suit depuis le garage, dit-il. Berline bleu foncé, plaque d'un autre état. Il maintient exactement 4 longueurs de voiture depuis 11 pâtés de maison. » Sophie regarda dans le rétroviseur. Elle ne vit rien d'utile. Elle n'était pas entraînée pour voir ce qu'il voyait. « Vous êtes certain ? » ?»« Oui. » Il prit 3 virages supplémentaires selon un schéma qu'elle reconnaissait comme une route de détection de surveillance. Au 4e virage, la berline avait disparu. Il revint sur l'avenue principale et la déposa à l'entrée de l'hôtel avec exactement 4 minutes de retard. Elle resta assise dans la voiture un moment avant de sortir. « Avez-vous déjà fait cela auparavant ?» demanda-t-elle. « Conduit ?» dit-il. Elle le regarda. Il n'était pas obtus. Son expression était complètement neutre. Elle ne pouvait pas dire si c'était une déviation ou simplement sa façon naturelle. Elle sortit de la voiture sans poursuivre. Dans la réunion, son attention fut divisée pour la première fois depuis des années. Au cours des jours suivants, elle commença à cataloguer. Elle était une femme qui organisait l'information professionnellement, et Julien était devenu, qu'elle le veuille ou non, un problème de données qu'elle devait comprendre. Elle nota les détails. Il identifia un homme photographiant l'entrée de son immeuble depuis une voiture garée et le signala calmement sans alarme, fournissant la marque du véhicule, la plaque partielle et le temps estimé d'arrivée sur le bloc, information qui, vérifiée contre ce que son équipe de sécurité corporate pouvait rassembler, était plus précise que tout ce qu'il produisait. Il repéra une serrure manipulée sur la porte de service de l'immeuble, non forcée mais altérée d'une manière qui aurait été invisible pour quiconque ne cherchait pas spécifiquement. Il ne dit rien jusqu'à ce qu'il l'ait déjà remplacée. Il lisait les pièces lors d'une fonction d'entreprise. Elle lui permit d'assister comme sécurité périphérique. Elle le regarda traiter l'espace en 30 secondes à l'arrivée, sortie, ligne de vue, position de visages inconnus. Il l'avait fait si naturellement que personne d'autre dans la pièce ne l'avait enregistré. Elle l'enregistra parce qu'elle l'avait observé spécifiquement. Ses mains étaient marquées de cicatrices, non uniformes, non comme un travail d'usine ou de cuisine, mais dans un motif discret et spécifique suggérant un entraînement prolongé avec certains équipements. Elle avait vu ce motif une fois auparavant sur un agent fédéral retraité qui avait consulté pour Nexus sur des tests d'intrusion. Elle commença à poser des questions. « Où étiez-vous avant cela ?» demanda-t-elle un mercredi soir, le surprenant dans la cuisine avec Luna. Il coupait une pomme avec la précision automatique et tranquille que les gens développent après avoir fait la même chose longtemps. « Entrepreneuriat privé, dit-il. »
Avant cela, une pause, service militaire. Il tendit une tranche de pomme à Luna. Cela importe-t-il pour le travail? Je demande, dit-elle. Il se tourna légèrement vers elle. Pas défensif, mesuré. Armé, dit-il, il y a longtemps. Elle attendit. Il ne dit rien de plus. Luna accepta la tranche de pomme et retourna à son dessin sans lever les yeux. Ce soir-là, Sophie fit passer son nom dans le service de vérification d'antécédents professionnels que Nexus utilisait pour les embauches exécutives. Julien Mercé. Les résultats étaient clairsemés d'une manière spécifique. Il avait un dossier de sécurité sociale valide, un permis de conduire, un bref historique d'emploi avec 2 firmes de sécurité privée, une nationale, une avec des bureaux dans 3 pays, puis rien. L'historique d'emploi s'arrêtait il y a 5 ans. Avant cela, le dossier était mince et étrangement générique. Le genre de minceur qui ne vient pas d'une personne qui n'a simplement pas fait grand-chose, mais d'une personne dont l'histoire avait été soigneusement gérée. Elle avait vu cela auparavant une fois dans le dossier d'un entrepreneur de défense qui avait fait du travail covert pour une agence gouvernementale et dont l'identité civile avait été partiellement construite à des fins opérationnelles. Elle ne dormit pas bien cette nuit-là. L'après-midi suivant, elle travaillait dans le salon quand elle entendit un son de la cour qui n'était pas normal. Un raclement, une distribution de poids spécifique sur le chemin de pierre qu'elle ne pouvait pas articuler, mais que son corps enregistra avant son esprit. Elle se tournait déjà quand Julien entra par la porte, se positionna entre elle et la fenêtre, et dit, à l'intérieur. Maintenant. Cela prit 40 secondes. Un homme qu'elle n'avait jamais vu passer à l'entrée de la cour, s'arrêta, et continua. Julien regarda jusqu'à ce que la rue soit dégagée. Puis il recula et dit, quelqu'un en reconnaissance. Il est passé une fois auparavant, vêtements différents. Le cœur de Sophie battait plus vite qu'elle ne le voulait. Comment saviez-vous que j'étais en danger? Je ne savais pas que vous étiez en danger, dit-il. Je savais que quelqu'un rassemblait des informations. Ce n'est pas toujours la même chose, mais je préfère les traiter de la même manière. Il y eut une pause. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle. Elle garda sa voix égale, mais quelque chose dans la question était descendu en dessous de son registre professionnel vers quelque chose de plus direct qu'elle n'avait pas l'habitude d'être. Julien la regarda un long moment. Quelqu'un qui fait un travail, dit-il. Il retourna dans la cour. Sophie se tint au centre de son salon, une femme qui contrôlait 40 millions de dollars d'infrastructures et une équipe de 217 personnes et réalisa pour la première fois depuis des années qu'elle était dans une situation qu'elle ne comprenait pas pleinement. Julien n'était pas qui son dossier disait qu'il était. Il protégeait aussi démontrablement avec un niveau de compétence que l'argent de son père n'avait pas simplement acheté dans une firme de sécurité standard. La question était pourquoi quelqu'un avec ce niveau d'entraînement vivait dans une unité secondaire donnant sur une cour de jardin en lisant des livres d'images à une enfant de 6 ans et en appelant cela de l'entrepreneuriat privé. Elle n'avait pas de réponse. Cela la dérangeait plus que presque tout le reste. La violation arriva un jeudi. La directrice technologique en chef de Sophie, une femme méticuleuse nommée Dana Fowler, la signala à 9h40 du matin. Un journal d'accès interne montrant une requête de données sur les spécifications de contrats gouvernementaux, celles liées aux clients d'infrastructures de plus haut niveau de Nexus, exécutées avec les identifiants d'un ingénieur senior de niveau intermédiaire nommé Patrick Ellison. La requête avait eu lieu à 2h14 du matin quand Patrick Ellison était, selon les registres d'accès de son immeuble, absent du bureau. Sophie était dans la salle de conférence avec Dana et leur responsable de sécurité interne dans les 12 minutes suivant la notification. Elle ne haussa pas la voix. Elle n'exprima pas de panique. Elle identifia la portée de la fuite potentielle, émit un verrouillage des identifiants sur les systèmes affectés et ordonna à Dana d'isoler le segment réseau compromis avant que quiconque en dehors de cette pièce ait le temps de comprendre ce qui se passait. Elle était très bonne en crise. Ce qu'elle ne pouvait pas pleinement contenir était l'ampleur de l'implication. Si quelqu'un avait les identifiants de Patrick et un accès distant au système interne, ils avaient soit compromis le périmètre réseau soit reçu de l'aide de l'intérieur. Patrick Ellison était chez Nexus depuis 3 ans. Il avait d'excellentes évaluations. Il avait aussi, Sophie se souvint maintenant, déjeuné 2 fois au cours du dernier mois avec un homme qu'elle avait vu dans le hall une fois et à qui elle n'avait plus pensé. Elle tira les images de sécurité. Le visage de l'homme était familier de manière abstraite. Le genre de familier qui signifie que vous avez vu quelqu'un dans un contexte si peu mémorable que vous l'avez classé comme arrière-plan. Elle envoya l'image à Julien. Sa réponse arriva en moins de 4 minutes. Le nom de l'homme était Raymond Taft,
un ancien employé de la division de renseignement de Capital Ashford. Il avait quitté ou semblait avoir quitté la firme il y a 8 mois. Julien inclut l'information sans explication sur la manière dont il l'avait obtenue. Sophie fixa le message un long moment. Elle ne demanda pas. Victor Grue faisait son mouvement. Elle avait su que cela venait. La documentation que son père lui avait montrée, les sightings de véhicules, la tentative de pêche, mais elle l'avait géré au niveau du renseignement, le traitant comme de l'espionnage corporate qu'elle pouvait contenir par des contre-mesures et des voies légales. Ce que la violation lui disait était que l'opération était déjà à l'intérieur de ses murs. Quelqu'un en qui elle avait fait confiance avec accès réseau avait été retourné. Le reste de cette journée fut un chaos contrôlé. Audit interne, revue des identifiants, analyse forensique de chaque journal d'accès des 60 derniers jours. À 19h le soir, Sophie avait identifié 3 requêtes supplémentaires plus soigneusement masquées que la première, toutes exécutées avec l'accès de Patrick pendant les heures creuses. Elle avait aussi identifié que Patrick subissait une pression financière depuis 4 mois. Un fait que son système RH n'avait pas signalé parce que personne n'avait pensé à regarder. Elle ne rentra pas avant 22h ce soir-là. Julien était dans la cour quand elle arriva. Luna était à l'intérieur et endormie. Elle pouvait voir la lumière éteinte dans la fenêtre supérieure de l'unité secondaire. Il se tenait près de l'entrée, exactement où il se tenait toujours quand il l'attendait. Elle n'avait pas dit qu'elle rentrerait tard. Il avait attendu quand même. Elle passa près de lui sans parler. Elle était à mi-chemin de sa porte quand son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle répondit sans réfléchir, une décision qu'elle regretta au moment où elle entendit la voix. C'était un homme qu'elle ne reconnaissait pas, parlant dans un ton si délibérément calme qu'il était sa propre sorte de menace. Il lui dit que ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas un accident et pas la fin. Il lui dit qu'elle avait 48 heures pour considérer une rencontre. Il lui dit que la prochaine étape serait moins chirurgicale. Sophie termina l'appel. Ses mains étaient immobiles. Elle se retourna. Julien se tenait déjà à 1 mètre d'elle. Il s'était déplacé de l'extrémité lointaine de la cour à sa position dans un silence complet. Et il lisait son visage avec la même attention totale qu'il utilisait pour lire les rues. « Appel de menace, dit-il. » Elle le regarda. « Comment avez-vous ? » « Votre posture a changé, dit-il simplement. »« Qu'ont-ils dit ?» Elle le lui dit. Il écouta sans expression. Quand elle eut fini, il y eut un moment de silence différent de son silence habituel. Il avait une texture différente, une qualité d'évaluation plutôt que de réserve. « Ils bougeront ce soir, dit-il. Ou très proche. L'appel n'est pas une négociation. C'est un compte à rebours. Vous ne pouvez pas savoir cela. J'ai déjà vu cela, dit-il. Elle voulut demander où, quand, dans quelle capacité. Elle ne le fit pas. Quelque chose dans la certitude de sa voix bloqua la question. Rentrez à l'intérieur, dit-il. Verrouillez tout. J'ai besoin de passer un appel. Vous devez. Sophie. C'était la première fois qu'il utilisait son nom sans distance professionnelle. Cela l'arrêta. S'il vous plaît, rentrez. Elle rentra. Elle s'assit sur son canapé et écouta le silence et essaya de se sentir comme une PDG et non comme quelqu'un chassé. La tentative réussit seulement partiellement. À 1h23 du matin, elle était encore éveillée quand elle entendit un son de la cour qui n'était pas normal. Pas fort, juste faux. Elle bougea vers le bord de la fenêtre. Il y en avait 2. Elle enregistra cela avant que Julien n'apparaisse du nombre qu'elle n'avait pas réalisé contenir lui. Ce qui suivit dura moins de 30 secondes. Elle le regarda à travers la vitre avec une sorte de froide incrédulité suspendue, parce que la personne qu'elle regardait n'était pas l'homme calme et contenu qui lisait des livres d'images à sa fille et buvait du café dans le jardin le matin. La personne qu'elle regardait bougeait avec une précision et une économie qui n'étaient pas amateurs, pas défensives, et pas du tout ce pourquoi un entrepreneur de sécurité basique était entraîné. Les 2 hommes furent maîtrisés avant qu'elle ait pleinement traité que c'était fini. Julien se leva. Il respirait normalement. Il redressa sa manche, regarda vers sa fenêtre, et donna un seul hochement de tête. Sophie recula de la vitre. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir, elle n'avait absolument aucune idée de quoi faire ensuite. Elle ne dormit pas. Au moment où le ciel dehors passa du noir à la lumière plate et diffuse du petit matin, Sophie avait traversé plusieurs registres émotionnels distincts, tous inhabituels, et était arrivée à la seule réponse que sa psychologie avait jamais produite sous une incertitude réelle, l'enquête. Elle ouvrit son ordinateur portable et retourna au rapport d'antécédents de Julien. La seconde fois, elle le lut différemment.
Ce qu'elle avait initialement traité comme clairsemé se lisait maintenant comme façonné. Les deux firmes de sécurité privée listées dans son historique d'emploi étaient toutes deux légitimes. Elle l'avait vérifié auparavant, mais quand elle cartographia leurs clients connus et leurs géographies opérationnelles l'une contre l'autre, un schéma émergea. Les deux firmes avaient des contrats dans des régions et pour des clients qui employaient typiquement des personnes avec des habilitations de sécurité gouvernementale bien au-dessus du niveau corporate standard. Les dates de son emploi dans chaque firme étaient propres et spécifiques. Mais l'écart entre son service militaire et son premier emploi privé était de 3 ans, et ces 3 années n'avaient produit aucun dossier du tout. Pas peu de dossiers, aucun. Elle tira les noms des dirigeants des deux firmes et les recoupa contre des réseaux connus de l'industrie de défense. Le fondateur de la seconde firme avait un historique documenté comme liaison pour une force opérationnelle conjointe impliquant des opérations de renseignement fédéral. Ce n'était pas publiquement annoncé, mais c'était dans un document de compte-rendu de conférence d'il y a 8 ans qui avait été partiellement caviardé dans la version publique, et Sophie avait accès via une habilitation de sécurité Nexus à la version non caviardée. Elle lut le document non caviardé à 3h40 du matin avec son café refroidissant à côté d'elle. Les cicatrices sur les mains de Julien n'étaient pas dues à un entraînement prolongé avec un équipement standard. Elle les avait mal identifiées. Elles étaient le motif spécifique laissé par certains types de travail de terrain tactique, conduits dans des conditions non standards sur des périodes étendues. Elle avait vu ce motif spécifique décrit dans un manuel d'entraînement que Nexus avait reçu lors d'une consultation de contrat gouvernemental et elle ne l'avait pas identifié plus tôt parce qu'elle ne cherchait pas cela. Elle cherchait un simple mensonge. La vérité était plus compliquée qu'un mensonge. Elle construisit l'image méthodiquement comme elle construisait des modèles financiers. Un élément vérifié à la fois, chacun contraignant ce que le suivant pouvait être. Julien Mercier était un nom. L'homme l'utilisant avait un passé militaire précédant son dossier papier, une période d'emploi avec des firmes de sécurité opérant à la frontière du renseignement, puis une sortie soudaine et complète de ce monde il y a 5 ans, concomitante avec une fille qui avait maintenant 6 ans. Luna avait environ 1 an quand les dossiers d'emploi de Julien avaient cessé. Le timing n'était pas une coïncidence. Quelque chose était arrivé. Quelque chose qui avait fait qu'un homme opérant à ce niveau plie bagage, sorte, et devienne, pour autant que le dossier concernait, un entrepreneur privé ordinaire lisant des livres d'images dans une cour de jardin. À 6h15, elle l'entendit bouger dans la cour. Elle sortit. Il regarda son visage et comprit immédiatement qu'elle n'avait pas dormi. Elle regarda son visage et confirma qu'il savait déjà qu'elle avait tiré des informations. Ils se tinrent dans le froid matinal un moment sans parler. « Je sais que votre dossier est géré, » dit-elle. « Je sais à quoi ressemble un dossier géré, et le vôtre en est un. Je sais que les deux firmes pour lesquelles vous avez travaillé opèrent au niveau du renseignement. Je sais qu'il y a 3 ans manquants avant cela. » Elle marqua une pause. « Je ne vous accuse de rien. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie. » Julien fut silencieux longtemps. Pas le silence de quelqu'un construisant une déviation, le silence de quelqu'un prenant une décision. « Je ne vais pas vous donner un briefing complet sur mon histoire, » dit-il enfin. « Pas encore. Mais je peux vous dire que rien de ce dans quoi vous êtes au milieu en ce moment n'est au-delà de ce pour quoi je suis entraîné. Et je peux vous dire que votre père savait exactement ce qu'il obtenait quand il m'a engagé. » Sophie sentit le petit clic froid de la confirmation. Alexandre n'avait pas simplement engagé un entrepreneur de sécurité d'une firme aléatoire. Il avait trouvé Julien spécifiquement, ce qui signifiait qu'Alexandre savait précisément qui était Julien. « Pourquoi la couverture ?» demanda-t-elle. « Parce que les gens qui viennent après vous ne s'attendent pas à quelqu'un avec mon passé. S'ils savent que je suis ici, ils se préparent différemment. La couverture n'est pas pour vous tromper. Elle est pour les tromper. » Elle traita cela. « Et le reste de votre dossier ?» Il rencontra ses yeux. « Ah, et le mien ?» Il y avait une fermeté dans cette déclaration qui n'était pas de l'agression. C'était le genre de limite qu'elle reconnaissait chez des gens qui l'avaient gagnée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Elle ne poussa pas davantage. « À la nuit dernière, » dit-elle. « Ces 2 hommes traités par les autorités documentées seront entre leurs mains cet après-midi. J'ai contacté quelqu'un qui traitera cela sans exposition publique pour vous, Nexus. Vous avez des contacts dans les forces de l'ordre. » « Oui, fédéraux, entre autres. » Elle resta très immobile dans l'air froid du matin, recalibrant chaque supposition qu'elle avait construite sur cette situation depuis le soir où elle l'avait trouvé assis dans sa cour avec sa fille endormie contre son épaule. « Vous auriez pu me le dire au début, » dit-elle. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix. Elle demandait vraiment. «
Vous n'auriez pas accepté l'histoire de couverture si je l'avais fait, dit-il. Et vous auriez résisté plus fort pour m'avoir ici. Votre père a été clair que me retirer devait être votre choix. Librement fait, pas quelque chose que vous auriez manœuvré avant de comprendre la menace. Elle pensa à cela. Elle pensa à son père, 61 ans, regardant les renseignements de sécurité sur des gens encerclant sa fille et décidant que la protection la plus efficace qu'il pouvait lui donner était un homme capable de se fondre entièrement dans le monde ordinaire tout en étant complètement extraordinaire à l'intérieur. Elle pensa au fait qu'elle avait passé 8 jours à traiter Julien comme une imposition non voulue quand il avait passé ces mêmes 8 jours à garder sa vie sauve sans qu'elle le sache. « Votre fille, dit-elle doucement. Luna ne sait rien de cela. » Quelque chose bougea derrière ses yeux très brièvement, très contrôlé. « Non, dit-il. Elle sait que son papa garde les gens en sécurité. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. » Il y eut un silence. « J'ai besoin de savoir tout ce que vous avez observé, dit Sophie enfin. Tout ce qui est pertinent pour l'opération Grue. Nous travaillons ensemble sur cela. Plus de lacunes d'information. » Julien la regarda un long moment. « D'accord, dit-il. » C'était la plus longue conversation qu'ils avaient jamais eue. Victor Grue fit son mouvement final un samedi soir. Sophie avait passé les 2 jours depuis sa conversation matinale avec Julien dans un mode opérationnel différent. Pas plus lent, pas plus doux, mais plus précis. Ils avaient cartographié le réseau Grue ensemble. Julien fournissant du renseignement de sources qu'il ne nommait pas mais dont l'exactitude elle ne pouvait plus questionner et Sophie fournissant l'architecture corporate, les schémas financiers et la forme exacte de ce que Grue essayait d'extraire. C'était une collaboration efficace sans la plupart des frictions qui avaient caractérisé la première semaine. Elle posait des questions précises. Il donnait des réponses précises. Il ne gaspillait pas le temps de l'autre. Elle avait aussi eu 3 conversations avec Luna au cours de ces 2 mêmes jours. La première était accidentelle. Sophie entra dans la cuisine pour de l'eau à 21h et trouva Luna assise à la table avec son lapin en peluche, incapable de dormir, et elles avaient passé environ 12 minutes dans le même espace sans que ce soit maladroit, ce qui n'était pas quelque chose que Sophie avait attendu. La seconde était délibérée de la part de l'enfant. Luna était apparue à la porte communicante avec un dessin qu'elle avait fait et l'avait tendu à Sophie avec l'expression de quelqu'un faisant une ouverture sociale significative. Sophie avait accepté le dessin et dit qu'il était bon. Luna l'avait regardé avec ses énormes yeux un moment puis avait souri si complètement que cela changea toute la température de la pièce. La troisième conversation était brève mais portait du poids. Luna avait demandé à Sophie ce qu'elle faisait toute la journée et Sophie avait expliqué simplement qu'elle dirigeait une entreprise. Luna avait considéré cela et dit « comme une patronne ». Et Sophie avait dit « oui, comme une patronne ». Et Luna avait hoché la tête, apparemment satisfaite, et était retournée à son dessin. Sophie avait gardé le dessin. Elle ne pensa pas trop soigneusement à pourquoi. Le samedi soir, elle travaillait de la maison, Julien à proximité. Des documents étalés sur sa table de salle à manger quand son téléphone sonna. C'était le système de sécurité du lobby de son immeuble. Ramassage de livraison. Mauvaise adresse. Pouvait-elle descendre vérifier? Ce n'était pas un appel que le système de son immeuble faisait. L'immeuble utilisait une notification d'application standard, pas un appel téléphonique. Elle n'avait jamais reçu d'appel téléphonique du lobby de sécurité en 2 ans de résidence. Elle leva les yeux vers Julien. Il était déjà debout. « Ne descendez pas, dit-il. »« Je n'allais pas, dit-elle. » Dans les 4 minutes suivantes, Julien passa 3 appels en succession rapide. Le dernier dura moins de 60 secondes. Et quand il se termina, il se tourna vers elle et dit « Ils ont déplacé 2 personnes dans l'immeuble par l'entrée de service. Ils montent. Quelqu'un à l'intérieur leur a donné accès. » Il bougea vers elle avec une précision délibérée et préplanifiée. « Il y a une sortie secondaire par le couloir de maintenance. Nous y allons maintenant. » Ils y allèrent. Luna était dans sa chambre et la première action de Julien fut sa fille. Il l'avait dans ses bras, couverture et lapin et tout avant que Sophie ait franchi le seuil de l'unité secondaire. Cette action exécutée sans hésitation. Sans un souffle de calcul, l'enfant passait d'abord automatiquement. La façon d'en respirer passait d'abord dit à Sophie quelque chose sur Julien Mercé qu'aucun dossier de renseignement n'aurait pu communiquer. Ils bougèrent par le couloir de maintenance. Julien devant, Sophie proche. Luna pressée contre son épaule avec les yeux ouverts, effrayée et silencieux parce qu'elle était une enfant qui avait appris à être silencieuse dans les moments difficiles. Cette connaissance s'installa sur Sophie comme un poids. Dans le niveau de service inférieur de l'immeuble,
Ils furent rencontrés par deux individus que Julien connaissait clairement. Ils communiquaient dans le code minimal coupé de gens qui avaient travaillé ensemble sous pression auparavant. Ils déplacèrent Sophie et Luna dans un véhicule pendant que Julien restait derrière. « Je serai 10 minutes, dit-il à Luna. Il toucha son visage. « Reste avec Sophie. » Luna le regarda avec d'énormes yeux. Elle hocha la tête. Il regarda Sophie brièvement. Pas une demande, pas une instruction, juste un regard qui portait tout ce qui n'avait pas encore été dit. Puis il se retourna dans l'immeuble. Sophie s'assit dans le véhicule avec une enfant de 6 ans pressée contre son côté, serrant un lapin en peluche, et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait en présence d'une autre personne en 6 ans. Elle mit son bras autour de l'enfant et tint bon. Ce que Julien fit à l'intérieur de l'immeuble dans les 11 minutes suivantes n'était pas quelque chose que Sophie vit pleinement. Elle le reçut en pièces par la suite de Julien lui-même, d'un des deux individus qui avaient attendu dans le véhicule, et d'un bref rapport qui apparut dans un journal d'incident fédéral restreint auquel elle avait eu accès, qui n'utilisait pas le nom de Julien mais décrivait un sujet avec un profil qu'elle reconnut immédiatement. 2 hommes étaient entrés dans l'immeuble. Les opérateurs de Victor Gru, tous deux avec des dossiers de travail de sécurité privée dans des environnements où le travail n'était pas légal. Julien les avait rencontrés dans le couloir de service sur un terrain étroit et fermé, qu'une personne avec un entraînement standard aurait considéré comme un désavantage. Il ne l'avait pas considéré comme un désavantage. La rencontre dura un très court temps. Aucun homme ne fut sérieusement blessé. Ils furent maîtrisés et retenus pour récupération fédérale. Mais l'efficacité avec laquelle cela fut fait n'était pas civile, pas amateur, et pas explicable par quoi que ce soit dans le dossier professionnel. L'assistante de son père lui avait envoyé un email il y a 3 semaines. Quand Julien revint au véhicule 11 minutes après être parti, son expression était la même qu'habituellement. Il vérifia Luna d'abord, puis Sophie, puis la rue environnante. Dans cet ordre. Nous déménageons vers un endroit différent ce soir, dit-il. Vos gens géreront la scène, demanda Sophie. Oui. Elle dit son nom de la façon dont il avait dit le sien, sans distance. Qu'avez-vous exactement fait avant cela? Il fut silencieux un moment. Je faisais partie d'une unité d'opération conjointe, dit-il. Fonction combinée fédérale et militaire, contre-renseignement, principalement protection d'actifs de haute valeur. Je l'ai fait pendant 9 ans. Et puis la mère de Luna est morte, dit-il. Incident au travail. Elle était dans la même ligne de travail. Sa voix était égale et l'égalité de celle-ci lui coûta quelque chose visible au bord. Luna avait 13 mois. J'ai rendu mes accréditations 6 semaines plus tard. Sophie ne dit rien. Il n'y avait rien à dire qui ne serait pas moins que le poids de ce qu'il venait de décrire. Votre père savait tout cela, continua Julien. Quand il est venu chercher une protection pour vous, un contact à lui avait travaillé à mes côtés. Il a contacté. J'ai dit oui parce que le travail importait et parce que Luna avait besoin que j'aie quelque chose à faire qui n'était pas juste avoir peur pour elle. Sophie le regarda pour la première fois depuis qu'elle avait 21 ans. Elle ressentit le vertige spécifique de voir une autre personne clairement. Pas leur surface, pas leur profil, leur forme réelle. Un homme qui avait opéré au plus haut niveau de la protection du renseignement, qui avait marché loin de tout cela pour une fille de 13 mois, qui avait vécu calmement dans l'espace entre qui il avait été et qui sa fille avait besoin qu'il soit, et qui avait, sans annonce, remis le pied dans cette première personne pour elle. Elle avait passé 8 jours à le traiter comme un inconvénient. Il avait passé 8 jours à traiter sa vie comme digne de protection. « Vous auriez dû me le dire, dit-elle. »« Je sais, dit-il. » Ce fut tout. Dans les jours qui suivirent, Sophie fit quelque chose à quoi elle n'était pas habituée. Elle s'ajusta. Pas dramatiquement. Pas avec la chaleur soudaine d'une personne qui avait simplement oublié d'être ouverte et s'en souvenait maintenant. Ce n'était pas qui elle était, mais le recalibrage était réel. Elle pouvait le sentir arriver, comme la lente correction d'un relèvement qui avait tourné légèrement faux longtemps. Elle avait construit toute son identité professionnelle sur la prémisse que le contrôle était la sécurité. L'existence de Julien, spécifiquement son choix de céder le genre de contrôle qu'elle admirait le plus afin d'élever sa fille, était un argument direct contre cette prémisse. Elle ne savait pas encore quoi en faire, mais elle arrêta de l'écarter. Elle commença à lui dire des choses, pas des confessions, pas des révélations émotionnelles. Elle n'était pas construite pour celle-là et n'avait aucun intérêt à les performeurs. Elle lui dit comment la situation Gru s'était développée au cours de l'année écoulée.
Elle lui parla brièvement de Derek Holt et sans sentiment particulier parce que c'était un contexte pertinent et parce qu'elle trouva inattendu que cela ne ressemblait pas à une exposition de le dire à voix haute à cette personne spécifique. Elle lui dit que son entreprise n'était pas simplement une entreprise pour elle. C'était la version reconstruite de quelque chose qui avait été pris. Et chaque année qu'elle grandissait était une année où le vol original importait moins. Julien écouta. Il n'offrit pas de conseils qu'elle n'avait pas demandés. Il ne refléta pas ses sentiments en retour de la manière qu'elle trouvait intolérable chez la plupart des gens. L'empathie performée qui n'était vraiment qu'un miroir dirigé vers lui-même. Il écouta simplement et dit occasionnellement quelque chose qui était vrai et spécifique et avait clairement été considéré avant d'être parlé. Elle se trouva valoriser ces intervalles plus qu'elle ne s'y attendait. Elle passa du temps avec Luna. Cela arriva graduellement de la manière organique dont les choses arrivent quand la proximité le permet. Luna avait décidé par un calcul interne dont Sophie n'était pas informée que Sophie était sûre. La fille commença à apparaître au bord de la pièce où Sophie travaillait, sans demander d'attention, juste présente, dessinant dans son carnet ou arrangeant de petits objets sur le sol en motifs qui semblaient avoir une signification privée. Sophie trouva contre toute attente que la présence n'était pas perturbante. Le calme de Luna n'était pas le silence d'absence, mais le silence d'une enfant pleinement occupée avec son propre monde intérieur, qui avait une sorte de poids et de réalité que Sophie respectait. Elle apporta à Luna un nouveau carnet, un meilleur, papier lourd, reliure appropriée. Elle le laissa sur le comptoir de la cuisine sans commentaire. Luna le trouva ce matin-là et regarda Sophie avec une expression de joie pure et non compliquée telle que Sophie dut regarder en retour son ordinateur portable pour s'empêcher de faire quelque chose d'embarrassant. Julien vit l'échange depuis la porte. Il ne dit rien à ce sujet. Plus tard ce soir-là, il fit du café et laissa une seconde tasse sur le comptoir près de l'espace de travail de Sophie. Un geste simple et qui signifiait sans performance qu'il la voyait. Elle l'a bu. La dynamique entre eux avait changé sans arriver à une nouvelle définition. Ils n'étaient pas amis. Le mot semblait réducteur et inexact. Ils n'étaient pas employeurs et employés. Ou pas seulement cela. Ce qu'ils étaient était quelque chose qui avait émergé d'une pression élevée partagée et d'une reconnaissance mutuelle. Le genre de choses qui se forment entre des gens qui ont été en danger réel ensemble et sont sortis de l'autre côté avec une compréhension claire de qui est l'autre personne dans les moments durs. Il ne la romantisa pas. Il n'adoucit pas ses angles ni ne prétendit qu'ils n'étaient pas des angles. Il lui parla comme à une égale avec la directivité spécifique non affectée de quelqu'un qui a travaillé aux côtés de personnes hautement compétentes et sait comment les rencontrer où elles sont. Elle ne savait pas quand elle avait vécu cela pour la dernière fois. Un soir, elle le trouva dans la cour après que Luna fut endormie, assis sur le banc de pierre dans le noir, et elle apporta son propre café et s'assit à l'autre bout du banc, et ils furent silencieux ensemble un moment sans que ce soit inconfortable. La ville faisait son bruit bas nocturne autour d'eux. Les lumières étaient allumées dans les fenêtres supérieures des immeubles voisins. « Vous avez abandonné beaucoup, dit-elle finalement. « J'ai récupéré quelque chose, dit-il. »« Oh Luna ?»« Oui. » Et il marqua une pause. La chance de faire le travail sans perdre de vue ce pourquoi le travail est. Elle pensa à cela. Elle pensa à sa propre entreprise construite à partir de trahison, maintenue par l'isolement, fonctionnant sur la prémisse que la connexion était une responsabilité. Elle pensa au dessin que Luna lui avait donné qui était encore sur son bureau, légèrement de travers contre le bord de son moniteur. « J'ai construit une entreprise sur ne pas faire confiance aux gens, dit-elle. « Je sais, dit-il. Cela pourrait avoir été une erreur. » Il la regarda fixement. « Pourrait avoir été, » convint-il. Elle eut l'impression distincte qu'il ne parlait pas seulement de l'entreprise. Elle ne répondit pas à cela, mais elle ne détourna pas non plus le regard, ce qui pour Sophie Harmon était aussi proche d'une réponse qu'il était possible de donner. Le démantèlement de l'opération Grue prit 2 semaines à partir de la nuit de l'incident dans l'immeuble. Les contacts fédéraux de Julien bougèrent rapidement une fois qu'ils eurent les opérateurs qui étaient entrés dans l'immeuble et la documentation que Sophie et Julien avaient assemblée ensemble, les journaux d'accès, les schémas financiers, la carte réseau, l'appel de menaces enregistré. Victor Grue ne partit pas silencieusement. Il avait des avocats et des ressources et 3 jours de déni public très polis et très inefficaces contre le poids des preuves qui s'étaient accumulées pendant des mois. L'équipe légale de Nexus déposa au tribunal fédéral. La composante civile seule, le vol de secrets commerciaux, l'intrusion réseau, les identifiants compromis étaient suffisantes pour coûter à la firme de Grue son éligibilité aux contrats gouvernementaux pour l'avenir prévisible. Patrick Ellison coopéra pleinement une fois les preuves présentées.
Il avait été financièrement contraint, pas la première fois que Sophie voyait ce vecteur particulier, et il était repentant d'une manière qu'elle trouva sincère, sinon suffisante. Elle ne le détruisit pas. Elle retira son accès, mit fin à son contrat, et renvoya l'affaire aux canaux appropriés. Elle n'y prit pas plaisir. Elle nota le fait qu'elle n'y prenait pas plaisir, ce qui était en soi un changement. Dana Fowler, sa directrice technologique en chef, passa 4 jours à exécuter l'audit de sécurité interne le plus rigoureux de l'histoire de Nexus et sortit de l'autre côté avec un rapport de 42 pages long et profondément désagréable à lire. Sophie lut chaque page. La vulnérabilité de l'entreprise n'était pas venue de son code ou de son infrastructure. Elle était venue d'une attention insuffisante à la couche humaine de sécurité, les gens, les relations, les espaces où la confiance n'avait pas été construite parce qu'elle avait conçu la culture pour fonctionner sans elle. Elle tint une réunion du personnel le jour où l'affaire Grue fut formellement résolue. Elle se tint devant 217 personnes et dit quelque chose qu'elle n'avait pas planifié de dire, quelque chose qui arriva pleinement formé seulement alors qu'elle commençait à parler. Elle leur dit que la force de l'entreprise avait toujours été sa précision technique. Que cela restait vrai, mais qu'elle avait commis une erreur structurelle en traitant les gens qui portaient cette précision comme une responsabilité à gérer plutôt qu'une fondation à soutenir. Elle entendait la corriger. 217 personnes la regardèrent. Plusieurs d'entre elles parurent surprises. Dana Fowler au premier rang donna le plus petit hochement possible. Sophie le considéra comme un début. Alexandre Harmon vint dîner chez elle le dimanche suivant. Il arriva pour trouver Julien dans la cuisine et Luna à la table avec son carnet, et il absorba la scène avec une expression de neutralité étudiée qui ne trompa personne. Il serra la main de Julien avec la chaleur particulière d'un homme qui a arrangé quelque chose correctement et est content de voir que cela atterrit bien. Sophie dit à son père pendant le dîner qu'elle lui pardonnait pour la manœuvre qu'il avait exécutée. Elle le dit sans ironie. Il sourit dans son vin. Julien ne restait pas indéfiniment. La menace Grue était neutralisée. L'assignation était structurellement complète. Et il était au fond un homme qui ne dépassait pas son objectif. Il ne le dit pas à voix haute. Sophie non plus. Mais c'était présent entre eux à la manière des choses qui sont réelles et donc ne requièrent pas d'annonce. Ce qui était aussi présent, non annoncé, inachevé, mais indéniable, était quelque chose d'autre. Une version de l'avenir différente de celle que Sophie avait construite seule. Pas plus douce, pas moins ambitieuse, mais plus large, avec de la place pour une petite fille qui dessinait des images et posait 2 questions sages, et pour un homme qui avait sacrifié tout pour les bonnes raisons, et qui seulement maintenant, calmement, commençait à comprendre que le sacrifice n'avait pas à être permanent. Sophie ne savait pas encore comment l'appeler. Elle n'était pas quelqu'un qui nommait les choses avant de les comprendre. Mais le dernier soir d'octobre, elle s'assit dans sa cour avec un café qu'elle n'avait pas fait elle-même, une enfant endormie quelque part au-dessus d'elle, et la compagnie d'un homme qui la voyait exactement comme elle était et avait choisi, pour des raisons qui lui étaient propres, d'être ici quand même. La ville bougeait autour d'eux. L'air était froid. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas en contrôle. Elle n'était pas seule. Pour la première fois depuis très longtemps, elle pensa que cela pourrait être.